Il n'y a pas une semaine Bonjour. où on m'arrête pas dans la rue. Il n'y a pas de piscine? Non, je suis désolé. Pour me dire, non mais le gars à qui vous avez fait ça, c'est vraiment vrai? Ouais. Salut, c'est Michael Youn et je vais vous raconter comment on a fabriqué les 11 commandements disponibles sur Prime Video. Il faudrait me punir le plus vite possible. On est en 2004, exactement même on est en 2003 et on est en vacances en Guadeloupe avec toute la bande des 11 commandements sauf Teufa et Yuri, pour ceux qui connaissent bien tous les protagonistes du film. Et on a cassé la Guadeloupe. Quand on est revenu de vacances, on s'est dit tiens, on a fait les 10 commandements de la connerie pendant qu'on était en vacances. Beaucoup de conneries quoi, voilà, du piment. On a cassé des jet skis. Qu'est-ce qu'il y a comme eau dans cette mer? J'étais très turbulent à l'époque et mes potes l'étaient tout autant. On arrive à Paris et on discute avec un producteur qui nous dit vous avez vu que Jackass, ils ont fait un film de toutes leurs bêtises. Et vous, toutes vos bêtises du morning, vous pourriez en faire un film. On a tout de suite fait le lien entre les vacances qu'on avait passées et cette idée-là. Et on s'est dit, bah nous aussi, on va faire un film de nos bêtises. On va faire la même chose que ce qu'on a fait en Guadeloupe, mais on va le faire filmer cette fois-ci. Moi, la première fois que j'ai vu Jackass, je me suis pris une énorme claque. Nous, on a toujours été beaucoup plus burlesque que Jackass. C'est-à-dire que on est beaucoup trop, à mon avis, fragile et sensible pour faire la même chose que Johnny Knoxville et ses copains, quoi. Le moment où on a pitché le film au producteur, j'avais aucune inquiétude sur le fait qu'il ait envie parce qu'il était aussi taré que nous. C'était le producteur avec qui on avait déjà fait la buzz, Abel Namias. C'est vraiment venu d'un désir conjoint. C'est pas nous qui avons eu l'idée qui sommes allés le voir, c'est pas lui non plus qui a eu l'idée et qui est venu nous voir. C'est le mélange de, on se dit tiens on fait un film à sketch, et lui qui dit regardez c'est possible, ça a été fait aux États-Unis, venez on y va, ça va coûter pas cher, ça va me rapporter beaucoup. Et je savais pas à ce moment-là à quel point j'avais raison et à quel point j'aurais dû avoir des parts producteurs sur ce film. Pourquoi je les ai pas demandés? Merde. Un scénario des 11 commandements, ça ressemble presque à un vrai scénario. En fait, on a réussi à vendre le film à un producteur en lui disant un film qu'est-ce que c'est un début, un milieu et une fin. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait. Les seules parties qui sont cinématographiques, qui sont de la fiction, qui sont écrites, c'est le début, paradis de la blague, le milieu, avec un retour au paradis de la blague, et la fin où ils se séparent et où c'est triste, etc. etc. Donc on avait écrit un début, un milieu, une fin, et entre, on avait quand même scénarisé tous nos sketchs. Alors on savait pas comment ça allait se passer, on savait pas qui allait s'en sortir bien, est-ce que à ce moment-là il allait avoir du vomi, est-ce que machin allait souffrir, mais effectivement, on a écrit pendant plus de 2 mois, ce qui est quand même pas mal pour un film à sketch. On a écrit pendant plus de 2 mois toutes les idées qui nous passaient par la tête. Il y en a certaines qui n'ont pas vu le jour, il y en a certaines qui étaient trop dangereuses, d'autres trop bracadabrantesques. Waouh, j'ai réussi. Et puis certaines qui ont été coupées au montage, certaines qui ont été coupées au tournage, puis certaines que vous pouvez voir dans les 11 commandements. Voilà. Arrête! Faut pas croiser les jets. Premier jour d'écriture, on se dit tiens ils vont être plongés au paradis de la blague, par quel subterfuge? Et moi je dis bah et voilà ils ont croisé les jets de pisse. Oh putain! Et tout le monde dit non mais c'est dégueulasse, puis c'est nul, et puis comment on va faire de l'urine? Et puis non, vas-y on va pas commencer un film avec de la pisse, ça y est, le producteur passe. Non Michael, on avait dit pas de pisse, pas de vomi. Je dis bah d'accord, comment est-ce qu'on va faire pour être rigolo? Bref, et on a réfléchi pendant une semaine, et puis à la fin, on est retombé sur l'idée de croiser les jets d'urine, parce que finalement c'était ce qui nous ressemblait le plus. Et où est-ce qu'on est, votre santé? Dans ton cul. Le paradis de la blague, en fait, c'est que j'ai le droit à un coup de fil à un ami ou pas? Je voudrais appeler Benjamin Morgan. Il a une meilleure mémoire que moi. On va voir ce qui se passe. Suspense. J'ai 15 secondes. Yes. Benjamin, c'est Michael. Pourquoi cette voix? Parce que dès que c'est un coup de fil avec un ami, il y a toujours un peu d'angoisse. Je suis avec Combini et il me pose des questions sur les 11 commandements et j'ai pas la réponse. Est-ce que tu sais qui a eu l'idée du paradis de la blague? Waouh. On cherchait surtout le lieu où allait habiter le dieu de la blague. Et on s'est dit que forcément le dieu de la blague... Et il pouvait habiter qu'au paradis de la blague. Il pouvait être au paradis de la blague. Je te rappelle qu'on avait tourné dans le paradis de la blague. On avait tourné ça au parti français. D'ailleurs, je crois que c'est ça la meilleure blague du film. C'est que le paradis de la blague, c'est le parti. Donc je donne la réponse A. Ah oui, ça sans hésiter. Plus de 1000. Ok, merci beaucoup Benjamin.
Je vous en prie. Gros bisous. Bisous, Bambini. Tu resteras à 9,15 m. Le premier commandement, tu resteras à 9,15 m. C'est 9,15 m, c'est la distance à laquelle, au football, un tireur de coup franc doit placer le ballon par rapport au mur. Donc il faudra rester à 9,15 m, ça veut dire que tu peux pas aller plus loin. Et par exemple, si Djibril Cissé tire un coup franc... À l'époque, Djibril Cissé, meilleur buteur du championnat de France, plus grosse patate du championnat de France, qui est resté un pote d'ailleurs, que j'embrasse au passage, Djibril, malgré toutes les saloperies que j'ai pu lui faire, et Dieu sait que j'en ai faites. Et donc on s'est dit, qui a la plus grosse frappe du championnat de France? Djibril Cissé, allez, venez, on l'appelle. Et je me souviens encore de la conversation, c'était dans un vestiaire, on était allé le voir, il nous dit, vous voulez vraiment que je tire pas dans le but, que je vous tire dessus? On fait, ouais, il faut que tu nous tires dessus, et nous on sera à poil. D'accord. Et ok. Et vous voulez vraiment que j'y aille hyper fort? Ouais, on veut que tu ailles hyper fort. Je fais, vous êtes complètement con, je vais le faire. Mais je crois que Willy, il a eu assez mal aux testicules, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on s'était dit qu'on gardait juste des... Ça s'appelle des protège-couilles, tout simplement, quoi. Non, comment est-ce qu'on a convaincu Djibril? En lui disant qu'il allait se marrer sans doute autant que nous, quoi. Et c'est la même recette qu'on a utilisée avec Amélie Mauresmo, qui était à l'époque la numéro 1 française. Et on leur dit, venez vous marrer avec nous, quoi. Venez faire un truc que vous avez l'habitude de faire, mais pas dans ces circonstances-là, pas dans ces conditions-là. Ils n'ont pas été difficiles à convaincre, quoi. Tu plongeras rue Saint-Maurice. Il n'y a pas une semaine où on m'arrête pas dans la rue pour me dire « Non mais le gars à qui vous avez fait ça, c'est vraiment vrai ?» Ouais, c'est vraiment vrai, mais comment c'est possible? Je dis, bah, c'est comme on a fait dans le film, quoi. Voilà, on a transformé son salon en piscine. Mais comment c'est possible que le mec vous ait pas cassé la gueule? Bah, il nous a pas cassé la gueule parce qu'on avait une production qui était très généreuse et qui lui a remboursé tous les dommages et voire un peu plus. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses que je regrette un peu. C'est hyper visuel, c'est hyper drôle. On se barre de chez lui par la fenêtre, on court à poil dans la rue. J'imagine effectivement la tête qu'il a fait quand il est rentré chez lui. Alors, on avait évidemment rangé, nettoyé, arrangé, mais c'était pas suffisant. Mais je regrette un peu parce que j'aime pas faire de la peine aux gens. Ça m'est arrivé quelques fois au Morning Live, pareil. J'ai beaucoup regretté après quand j'ai fait des blagues sur des gens et que j'ai rencontrés qui m'ont dit quand t'as dit ça, ça m'a blessé. Et là, pareil, ce monsieur, je sais qu'on lui a fait de la peine alors qu'il était plutôt sympathique. Donc, ça fait partie des choses que, on va dire, ouais, que je regrette. Et je fais pas ça pour être politiquement correct. Je fais ça parce que des années après, ça me travaille encore. Je préfère tellement me moquer de moi que de me moquer des autres. On m'aurait fait ça chez moi, ça m'aurait fait tellement mal. Tellement mal. Mais bon, voilà, depuis, c'est devenu hyper culte. J'ai vu qu'il y a des jeunes qui ont essayé de le reproduire avec beaucoup de difficultés. Parce que c'est pas évident de transformer un salon en piscine. Scotch la serpillière. Le repérage était très très important. C'était un salon qui était un tout petit peu en contrebas, ce qui fait que ça pouvait conserver un petit peu d'eau. Puis bon, voilà, on a fait ça dans 20 cm de flotte, quoi. En fait, cette idée nous est venue parce que quand on était étudiant, justement, dans la région de Nice, il y avait eu de fortes intempéries et l'endroit dans lequel moi j'habitais, qui était la même chose, c'était un peu un salon en contrebas. Je m'étais retrouvé donc dans, là pour le coup, 1,50 m de flotte et j'avais encore le souvenir de la table à repasser sur laquelle je repassais mes vêtements qui me servait de planche de surf. Et donc on était avec mes potes et on déconnait comme ça pendant les inondations. Et il y avait les proprios qui étaient descendus et qui étaient devenus complètement dingues. Et je me suis fait virer le lendemain. Voilà. Comme quoi, les conneries ont toujours une origine. Tu iras acheter du ketchup. Faire ce qu'on veut dans un supermarché, c'est un peu le fantasme de tout le monde. Mais nous, on l'a fait pendant que le supermarché était ouvert, avec les vigiles qui nous coursent. Ce qui n'est pas vrai dans le tournage, il n'y avait pas de poulpe dans ce supermarché. Donc quelqu'un de la production est venu pile avant qu'on tourne, aller au stand de poissonnerie, déposer un poulpe. C'était pour moi la condition sine qua non. Je ne voulais pas tourner dans un supermarché sans frapper quelqu'un avec un poulpe ou mettre un poulpe sur la tête de quelqu'un.
À l'époque, on jouait avec de la nourriture, on n'avait pas encore pris conscience que c'était pas dingue. Je m'étais pas rendu compte de tout ça, comme quoi, voilà, les gens changent. Mais donc, on jouait avec la nourriture. Mais voilà, le poulpe, c'était hyper important. Donc on a triché sur le poulpe, il n'y avait pas de poulpe dans ce supermarché. C'est très important d'aller repérer, sinon ça marche pas. Il faut repérer, il faut hyper discrètement regarder qui est où, quels sont les emplacements, où est-ce qu'on va jouer. Vraiment, hein, c'est pas compliqué, on fait des dessins, c'est comme des storyboards, on dit voilà, je vais rentrer par là, la caméra va suivre par là. On a besoin quand même de construire, même si après derrière, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'impro et dans le bordel, mais même quand je fais un mégaphone sur un parcours de golf, on se dit on va rentrer, on va passer sous le grillage à cet endroit-là. Là, regarde, il y a les mecs, donc moi je vais venir me mettre là, et toi pour que tu mecs, t'es aussi les mecs avec la caméra, tu viens de l'autre côté. Un happening, il faut quand même le réfléchir, parce que sinon c'est pas que tu rates le happening, c'est que tu rates les images, et du coup, rien n'est mis en valeur. C'est fou d'imaginer que tout ce qui est dans le film, on l'a quand même travaillé. Par exemple, monter à cru, nu sur un cheval, j'avais répété avant, parce que je voulais savoir si ça faisait mal. Et oui, ça fait mal, ça se promène, c'est pas fait pour ça. Par exemple, il y a un truc qu'on a fait plusieurs fois, c'était la pizza surprise. Votre boisson. Merci. Et la surprise. On a dû le faire, je sais pas, 5, 6, 7 fois. On fait pas ça chez des kidams. C'est toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. En fait, c'est plus compliqué de trouver des gens qui sont personnes que un ami d'un ami d'un ami. Tiens, t'es avec lui, ok, dis-lui de commander une pizza. Il commande une pizza, il nous appelle, nous on le livre. Et pourquoi est-ce qu'on l'a refait plein de fois, la pizza surprise? C'est parce que tous les gens chez qui on l'a fait trouvaient ça super, quoi. Ils étaient hyper contents, ils nous voyaient débarquer. Oh, Michael, super, on va boire des coups. Et nous, c'était pas ça ce qu'on cherchait. Tu ressusciteras une vedette des années 40. C'est surtout l'énoncé de ce commandement, tu ressusciteras une star des années 40. Je sais pas, tu penses à, ça doit être un chanteur, ça doit être un acteur, Errol Flynn, ou Charlie Chaplin, et non, Adolf Hitler. Ouais. J'ai un problème. Parce que encore récemment, dans BDE, je refais une imitation d'Hitler. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un problème avec ce personnage. Est-ce que c'est de par mes origines? Il y a des chances que j'essaye de régler des comptes, vu que d'abord c'est le petit 1, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé à faire chier ma famille, donc j'ai le droit. La promotion de mon meeting, ça va être possible? Ah, vous êtes bien aimable de collaborer. Je trouve que c'est un personnage extrêmement fascinant. C'est l'incarnation, c'est le vilain ultime. Et comme on aime bien faire de la provoque, on avait envie de dire qu'il avait changé. Oh, il a changé, vous savez. Il revient pour le meeting aujourd'hui, exceptionnellement, pour vous prouver qu'il a changé. Voilà, j'ai beaucoup changé, maintenant je suis devenu chanty. Oh, quelle pôle typographie. Ah, c'est très joli. J'avais décidé de rendre Hitler populaire en changeant un petit peu ses idées, en gardant ce qu'il a fait de bien, c'est-à-dire construire des autoroutes. Heinz, construire des autoroutes. Construire des barrages. Zwei, construire des barrages. Mais, proposition numéro 3, danser le ragamuffin. Puis c'est aussi une grande tradition chez les comiques, alors souvent juifs américains, voilà, de parodier Hitler. Je pense que c'est assez expiatoire, quoi. C'est une façon de dire on est vivant, on s'en est sorti, il y a quelque chose avec ça. La famille, évidemment, qui a beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelques-uns qui ont été déportés, etc. Donc c'était une façon par là pour moi de me détendre avec ça, de penser à ceux qui sont partis. Comme je vous le disais, ça doit être assez défoulatoire, assez expiatoire. Et quand je dis j'ai beaucoup changé, maintenant je suis devenu chanty, et que je fais chanter à des gamins du côté d'Arpajon, Adolphe président, Adolphe président, Adolphe président. Adolphe président, Adolphe président. C'est quand même assez violent. Ça en dit long en fait sur aussi le pouvoir des médias et le pouvoir de l'image. Tu peux faire à peu près crier n'importe quoi si t'es plutôt doué comme orateur et si tu présentes les choses sous un jour favorable. Attention à qui vous votez. Voilà, faites attention. Il y a des mots qui se cachent derrière les mots. Et des idées qui sont souvent un peu noires, voilà. Tu prendras un bide. Alors un gros. Un groupe de jeunes chanteurs qui s'appelle les Wap Do Wap. Et ils nous viennent de Saint-Étienne. Le commandement numéro 13, tu prendras un bide, est un sketch, enfin est un happening, qui me vaut d'être détesté à Lyon et d'être quasiment un demi-dieu dans la région de Saint-Étienne. Lyon et Saint-Étienne, c'est
en vrai la plus grosse rivalité du football. C'est entre guillemets les bourgeois de Lyon contre les ouvriers de Saint-Étienne. On a réfléchi à faire ça au Parc des Princes et au Vélodrome et on s'est dit ça risque quand même de dégénérer. C'est-à-dire on voulait bien faire les cons mais on voulait pas mourir et puis accessoirement il s'avère que était aussi actionnaire de l'Olympique Lyonnais, donc on avait demandé à Jérôme Sédou de téléphoner à Jean-Michel Aulas, donc Jérôme Sédou, le patron de et Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, à savoir si on pouvait faire un petit interlude musical pendant la mi-temps de l'Olympique Lyonnais contre la JOCR. Je me souviens bien, je crois que c'était ce match-là. Mais vous allez dire quoi exactement? Non, rien, on va chanter une chanson, évidemment, c'était notre spécialité. Et donc bref, pendant les 11 commandements, c'était pareil, on mentait tout le temps. Donc on disait, bon, on va venir chanter une chanson des Powo, un groupe qui faisait des vocalises dans les années 90-2000, et ils avaient repris cette chanson, donc Le Lion est mort ce soir. Donc vous allez à Lyon, chanter Le Lion est mort ce soir, et vous vous faites passer pour un groupe de Saint-Étienne avec la complicité du speaker. Maintenant, nous accueillons les Wap qui vont nous chanter une chanson et ils nous viennent de Saint-Étienne. Et alors là, on se fait conspuer. Et c'était mon rêve, en fait, de me faire siffler, huer par 50 000 personnes, 40 000 à peu près. C'était hyper jubilatoire. Je crois que c'est autant jubilatoire que te faire acclamer quand tu veux te faire acclamer. Parce que là, nous, notre but, c'était vraiment de se faire siffler. Et voilà, on avait planqué des caméras, donc on avait des gars qui étaient en tribune avec les bad guns, etc. pour filmer. On a vu tout un cop bugger pendant les 3 minutes de la chanson. C'était l'époque des batteries détachables, des téléphones portables. On s'est pris un nombre de batteries de téléphone quand on est reparti. Ça aurait pu vraiment dégénéré. On a eu peur, je vais pas vous mentir, c'est pas un moment mais on était fiers de faire ce moment-là, quoi. Parce qu'à la fin, donc, les autorités de la Ligue nationale de football voient que ça part en sucette, disent il faut absolument que vous désamorciez, que vous disiez que c'est pas du tout vraiment des gens de Saint-Étienne, que c'est pour un sketch, c'est pour le prochain film de Michael Youn. Donc le speaker se rattrape, parce qu'en plus, lui, il se sentait un petit peu fautif d'avoir dit c'est un groupe de Saint-Étienne. Donc il dit ah, c'était pour le prochain film de Michael Youn. Et là, le kiff ultime, alors c'est pas dans le film, ça aurait sorti les spectateurs de la narration, même si elle est pas énorme, la narration dans les 11 commandements. Mais voilà, j'ai 50 000 personnes qui chantent Michael Youn, Michael Youn, Michael Youn est une salope, Michael Youn est une salope, Michael Youn est une salope. Voilà, j'étais très content d'être la salope des supporters de l'Olympique Lyonnais ce jour-là. Non, c'est... Qu'est-ce que vous avez fait là? Non, mais j'ai rien. C'est vous qui avez fait ça? Non, c'est eux qui se sont pas bien... Eh, oh, attendez, c'est ma... On a fait un concours d'arrestation. Vous pouvez mesurer aujourd'hui à quel point ça ne serait plus possible aujourd'hui. À quel point si tu faisais un concours d'arrestation aujourd'hui, le film serait arrêté, peut-être qu'il y aurait moins de protagonistes. À l'époque, c'était possible. Moi, j'avais fait un truc qui était assez grave et pourtant, c'est pas moi qui ai gagné. Je m'étais garé j'avais fait semblant d'être bourré, et j'avais fait une marche arrière et j'avais renversé les scooters de la police devant le commissariat. Benjamin avait fait un truc qui, aujourd'hui, je pense, tu le ferais même pas à des flics, tu irais en prison. Il avait créé un personnage qui s'appelait Frottman, le héros qui se frotte. Bonjour, je suis Frottman. Bonjour, monsieur Frottman. Je suis Frottman, le héros qui se frotte. Je frotte le matin, je frotte le soir. Je frotte la veuve et l'orphelin. Tu feras la veuve et toi l'orphelin. D'accord, c'est ça, monsieur Frottman. Allez. Hop. Ouais. Je me frotte contre la veuve et l'orphelin. Tu te dis, mais aujourd'hui, tu fais ça, mec, mais c'est plus qu'un hashtag, quoi. C'est fin de carrière. Pour faire l'air, peut-être vous frotter, hein. Allez, on va dans la voiture. Et assez bizarrement, celui qui avait gagné, c'était pas dingue ce qu'il avait fait. C'est Willy. Il était en train de discuter avec des flics, il avait juste posé un moco sur une épaule. C'est des Mickey? Non. J'ai des Mickey dans le nez, par contre. La fin du film, ce qu'on voulait faire, en fait, c'était être dans un container et que le container soit à l'arrière d'un avion cargo, le container soit jeté dans le vide et que, évidemment, il y a un parachute qui se déclenche et que le container atterrisse en plein milieu du désert, du Sahara, et qu'on soit perdu et que le film s'arrête comme ça. Donc ça, c'était ce qui était prévu, c'était ce qui était écrit. Quand la prod a commencé à le budgéter, il s'est avéré que c'était pas possible. On voulait quand même quelque chose de grandiloquent pour la fin. C'était pas prévu que ce soit au milieu du film. À la base, ça devait vraiment être à la fin. Et donc, on a eu l'idée d'aller à Baïkonour, à la cité des étoiles en Russie, où tout s'est extrêmement mal passé. Déjà à l'époque, pardon pour les Russes qui sont cool et qui regardent ce sujet, mais déjà à l'époque, les Russes étaient hyper austères. Ils voulaient vraiment pas qu'il y ait de l'humour dans leur pays, quoi. On a vu que c'était possible de faire ce qu'on appelle des vols paraboliques, c'est-à-dire que tu vas pas vraiment dans l'espace, mais tu vas quand même très très haut et tu simules. En fait, l'avion fait ça.
Et le moment où l'avion monte et avant qu'il redescende, à ce moment-là, t'es en apesanteur pendant 3-4 minutes, quoi. On s'est dit, ouais, putain, on va faire ça. Bah, on en profite, puisqu'on est en Russie, on va faire tout ce qui est possible à Moscou, à la Cité des Étoiles. Ouah, c'est super, ils ont une centrifugeuse. Viens, on fait de la centrifugeuse. Bon, ils avaient besoin d'argent, donc on leur en a donné, mais ils étaient vraiment pas cool. Alors, faut dire que nous, on était particulièrement crétins, et on était confrontés à des militaires, c'est-à-dire entre l'équipe des 11 commandements et des militaires russes, il y a aucun point commun. Est-ce que j'ai le droit à un nouveau coup de fil à un ami? Je vais appeler Vincent. J'ai le souvenir qu'effectivement, ça s'est passé au réfectoire. On faisait les cons au réfectoire, et je me souviens de la phrase qu'a dit. Il répond pas. On était à la cantine de la Cité des Étoiles, donc vous avez que des ingénieurs, des cosmonautes. Les Russes disent des cosmonautes, donc il y avait des cosmonautes. C'est quand même des mecs qui ont fait 70 ans d'études supérieures, quoi. Et au milieu, il y avait donc la bande des 11 commandements, les réalisateurs, les producteurs, enfin bref, il y avait cette joyeuse bande. Et on s'entraînait pour un truc qu'on allait ensuite aller tourner. Et Vincent, je me souviens, il avait pris des cuillères, il faisait tac, 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 tac. When I get to know, I just come from. When I get to know, I just come from where I go. Et donc le gars vient nous voir une fois pour nous dire de nous taire, une deuxième fois pour nous dire de nous taire, et une troisième fois je lui dis non mais nous on est en train de créer, et je me souviens la traductrice qui est avec nous dit que le gars nous dit laissez votre créativité à l'hôtel. Ici vous êtes sur une base militaire, si vous continuez vous allez vous prendre une balle dans la tête. Voilà. Et il avait dit ça à Vincent, alors que c'est souvent Vincent qui prend pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup être avec Vincent, parce que j'adore qu'il prenne pour moi. À l'époque, je me souviens qu'on avait essuyé très peu de refus pour toutes nos bêtises. On n'a plus eu des problèmes avec les autorités, avec l'administratif, même avec la boîte de production. Parce que, en fait, quand tu tournes un film comme Les 11 Commandements, t'es pas responsable de ce que tu fais. Il y a une boîte qui est au-dessus, qui, elle, produit le film et qui, elle, est responsable. Le budget du film, si je me souviens bien, c'était 20 millions de francs. Donc on est sur 3 millions d'euros. C'est pas un gros budget, mais c'est quand même un budget hyper conséquent pour faire des conneries. C'est-à-dire qui va te donner 3 millions d'euros pour faire des conneries. Voilà. Donc on a eu cette chance-là. Le budget s'est un petit peu alourdi avec effectivement les plaintes, les procès, les indemnisations. Ça va mal terminer pour vous si vous continuez à jouer comme ça. 4 heures au poste avec nous, ça vous dit? 4 heures au poste avec nous, ça vous dit? Je crois que le producteur avait prévu une petite cagnotte au départ, mais il s'est avéré que la cagnotte a vite grossi, quoi. Mais il a joué le jeu et ça, c'est quand même c'est admirable. Je pense pas qu'aujourd'hui, alors déjà ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on pourrait pas retourner un tel film. Trop de problèmes avec la police, trop de problèmes avec la morale, trop de problèmes avec les gens dans la rue. Les procès aujourd'hui sont plus violents qu'à l'époque, etc., etc. On pourrait même pas essayer de le tourner. On trouverait pas un producteur qui serait assez fou pour dire, ok, je m'en fous, on va faire n'importe quoi, mais j'ai prévu une cagnotte pour payer des avocats et indemniser les gens. Par exemple, Hitler, c'est le premier jour de tournage des 11 commandements. Je suis avec Teufa, qui est en Papa Schulz, en quelque sorte, et Vincent, qui est en SS. On loue des costumes pour le cinéma. Tu as le droit de tourner avec des costumes de SS et avec des croix gammées dans l'enceinte d'un tournage qui est fermé. Nous, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est qu'on est allé en Essonne, dans les rues d'Arpajon, etc., et qu'on a défilé en costume de nazi avec des croix gammées sur le bras, et ça, c'est interdit par la loi, et c'est d'ailleurs normal. Et donc, on se fait interdire par le préfet d'Essonne, dès le premier jour de tournage, interdiction de tourner. Le tournage est arrêté au bout de 3 heures. Et là, le producteur dit, mais c'est pas possible. On vient à peine de commencer, déjà ça s'arrête. Ça donnait à peu près la note sur laquelle on allait passer ces 2 mois de tournage. On allait osciller entre les problèmes physiques, les arrêtés préfectoraux, les interdictions de tourner, les flics qui nous arrêtent. On a fait que ça pendant 2 mois. Entre le tiercé quéquette, Amélie Mauresmo avec qui on fait un pique-nique et qui nous sert dessus. Ils ont construit, c'est les Américains. Moi qui fais du cheval avec Vincent. La joute médiévale à l'aéroport, c'est définitivement celle que j'aime le moins. Ah, te revoilà enfin, fils de Babylone. Parce que c'est celle où on s'est fait le plus mal. On
On avait fait plein d'autres joutes, je sais plus lesquelles sont montées dans le film. On a fait des joutes à la Défense, on avait fait des joutes, je me souviens, sur des sur des Shetland, des tout petits poneys. Non, et puis la joute qu'on a faite sur les escaliers d'aéroport, on s'est vraiment fait mal, quoi. Moi, je me suis pété 5 ou 6 côtes, justement, et des cervicales, ce qui a valu que, en fait, le tournage s'arrête parce que je pouvais même plus respirer ni rire, donc, tu vois, c'était tout me faisait mal. Donc celle-là, je l'aime plus du tout. Et ça me fait même du mal de la regarder dans ma chair. Mais je crois que là où on a fait le plus mal, c'est à nos cheveux. On a quand même des coupes de cheveux assez improbables sur ce film. Et sachez, alors ça, je vous le dévoile, on les avait tirés au sort. On avait tiré au sort nos looks. Voilà, donc il y avait décoloration, moustache, chauve, crête, etc. On l'a tiré au sort. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu crête. J'avais envie d'avoir crête. Je vais pas dire que je suis nostalgique de cette époque parce que je suis pas du tout un garçon nostalgique. L'insouciance qu'on avait à l'époque, c'est quelque chose que tu retrouves pas, quoi. C'était l'âge qu'on avait, c'était l'amitié créative dans laquelle on était, c'était nos cerveaux malades dans le bon sens qui se censuraient pas encore. On n'était pas des parents, on était à peine des citoyens, on n'avait pas conscience aussi d'avoir une responsabilité, de pouvoir être des exemples pour la jeunesse, ce qui nous a valu d'ailleurs des problèmes à la sortie du film, etc., etc. Mais voilà, c'est pour ça qu'on était insouciants et qu'aujourd'hui, je suis plus insouciant. Et tant mieux, parce que si j'étais encore insouciant à 50 piges, bah, ça voudrait dire que j'ai pas beaucoup avancé dans mon existence. Mais quand même, c'était cool d'être insouciant. C'est toujours un petit peu difficile de parler de son travail en disant qu'il est devenu culte, mais puisqu'on l'a beaucoup dit depuis et que maintenant ça fait 20 ans, j'ai conscience qu'effectivement les 11 commandements est un ovni. D'ailleurs, est-ce que c'est un film? On ne sait pas. En tout cas, ce truc est un ovni cinématographique et que voilà, il est unique. On ne pourra pas le refaire. Et donc par là, oui, évidemment, il est culte. Il est le 5e film le plus diffusé en Europe. Derrière 4 films italiens, me demandez pas pourquoi, je connais rien. En tout cas, si vous avez envie de voir des arrestations qui se passent mal mais bien, si vous avez envie de voir des acteurs qui se font vraiment mal, si vous avez envie de voir une équipe qui s'éclate et qui part complètement en sucette, bah regardez les 11 commandements sur Prime. Pépite!